Jean Servet, Louis Arbessier, Geneviève Morel et Guy Pierrot dans La mer des voiles mortes, une nouvelle radiophonique de Roger de la Forêt. C'est plus de la navigation. C'est du skating. Oui, on glisse sur la mer comme si elle était en pente. Mais elle est réellement en pente. Est-ce qu'on ne t'a pas appris ça à l'école, petit? Oh, bien sûr, oui, commandant. On m'a même appris qu'elle avait la particularité remarquable d'être en pente dans tous les sens. Ce qui facilite grandement la navigation. Ah, je vois qu'on respecte toujours les traditions à l'école. Depuis que j'en suis sorti, il y a 30 ans, je pensais qu'il devait y avoir eu quelques changements. Oh, les procédés de navigation ont fait des progrès, oui. Mais les canulars dont on régale les bisous sont toujours les mêmes. Ah, tu es sorti de l'école l'année dernière. C'est ton premier voyage comme officier de pont? Oui, commandant. Midship à bord d'un cargo comme le Victor Léonard de la compagnie France-Pacifique. Tu aurais pu plus mal tomber. Sous les ordres du commandant Cario, c'est un peu dur, mais on s'y fait. Tu n'as encore rien vu. J'en ai connu des petits jeunes comme toi qui auraient mis sac à terre aux îles Aléoutiennes plutôt que de finir leur premier voyage à mon bord. Bon, on vous connaît du Havre à Hong Kong, commandant. Vous êtes le plus chic pacha de la compagnie. Sais-tu où nous sommes en ce moment, mon garçon? Ouais, dans l'océan Pacifique. Et je suis capable de vous faire à l'instant le point exact de notre situation. Non, ce ne sont pas des coordonnées que je te demande, c'est un nom de lieu. Les vagues n'en ont pas souvent. Justement. Tu remarqueras que nous naviguons depuis hier sur une surface rigoureusement plate. Un vrai miroir, un piège à azur. Jusqu'à l'horizon, la nappe d'eau ne fait pas un pli. Il n'y a pas un souffle de vent. Je dis bien, pas un souffle. L'air est immobile, comme le cœur d'un mort. Eh bien, ce calme stupéfiant s'étend sur une surface liquide grande comme la France. Et il dure toute l'année sans que jamais la moindre brise se lève. C'est incroyable. Et cette partie du Pacifique porte un nom? Pas sur les cartes. Mais les anciens marins l'avaient baptisée la mer des voiles mortes. Oui, bien sûr. Du temps de la marine à voile, il ne devait pas faire bon s'aventurer dans ces parages. On n'en sortait pas. Sinon à la rame. Et à la condition de nager dans la bonne direction. Et heureusement que la mer est en pente, commandant. On pouvait toujours se laisser glisser jusqu'au moment où l'on retrouvait le vent. C'était le dernier espoir des malheureux en panne dans ce calme. Mais comme la pente est très faible, beaucoup avant d'en être sortis sont morts de soif et de faim. Ou de vieillesse. Ouais, tu plaisantes. Parce que tu sens sous tes pieds les vibrations des turbines du Victor Léonard, qui filent ses 15 nœuds sans l'aide du vent. Mais imagine que tu n'aies que des voiles pour te pousser, et que tu les vois pendre, flasques et immobiles, comme des seins de vieilles négresses, sans espoir qu'elles se gonflent jamais plus du moindre souffle. Et surtout qu'ici, on est très éloigné de toute voie maritime fréquentée. Oui, cette zone de calme plat était plus redoutée des voiliers que la pire tempête. Ils l'évitaient comme un piège mortel. Oh! Dites donc, commandant, regardez! Par tribord avant! On dirait une voile! Oh, c'est peu probable, petit. Et pourtant... Passe-moi mes jumelles. Les voyez? Bon Dieu, oui. Tu as raison. Eh bien, voilà un pèlerin qui a de la chance que nous passions par ici. Je vais mettre la barre dessus, commandant? Mais bien sûr, il faut aller voir s'il a besoin d'aide. C'est pas un bateau, commandant, c'est une coquille de noix. Joli petit acte. Bon à faire les régates. Et comment a-t-il pu venir au milieu de l'océan? Ça. Est-ce que vous pouvez lire le nom sur la coque? Attends, je vois un A. Et le reste est effacé. Ah. On ne voit personne à bord. Si. Attends. Il y a quelque chose qui bouge à l'arrière. Mais oui. Oui. On dirait un chien. Oui, c'est un chien noir. Vous entendez, commandant? Il hurle la mort. C'est mauvais signe. Son maître a dû tomber à la mer? C'est curieux. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce bateau quelque part. C'est un petit dandy banal, il doit faire dans les 15 ou 18 tonneaux.
En Méditerranée, les contrebandiers de cigarettes utilisent volontiers ce genre d'embarcation. Oui, mais dans le Pacifique, c'est plutôt insolite. Oh, oh, dis donc, petit. Oui? Je vois un homme étendu sur le pont, contre l'habitacle. Stoppez les machines! Manœuvrez pour ranger! Envoyez le grappin! Déroulez l'échelle! 2 hommes au filet! Ce n'est pas la houle qui nous gênera pour transborder. Et vous descendez aussi, commandant? Cette gymnastique n'est plus de mon âge, mais bon Dieu, je veux voir ça de près. Est-ce que ce chien va fermer sa gueule, oui? Embarquez pas, il va vous mordre. La carne! Il est peut-être enragé. Est-ce que je l'abats, commandant? Ah, tu es fou, petit. Tu te crois à l'abordage? Ce pauvre cabot, il ne tient même plus sur ses pattes. Il est presque aussi crevé que son maître, mais il le défend encore. Tout en dehors. À envoyer une couverture. Bon. Et coiffe le chien maintenant. Oui, commandant. Ça va. Nous le paquet. Hisse à bord. Tu lui donneras un seau d'eau et une bonne soupe. Voyons le pèlerin maintenant. Oh, lui, il ne mangera plus la soupe. Non, il est mort. Descends dans la cabine voir s'il y a un autre chrétien à bord. J'y vais, commandant. Envoyez un hamac. On va hisser le naufragé. Et puis, oh, matelot! Va réveiller le toubib. Il fait la sieste dans sa cabine. Bien, commandant. Peut-être pourra-t-il tirer encore un souffle de vie de ce pauvre type. Il n'y a personne en bas, commandant. Il était sûrement seul à bord. Bizarre. Voyons un peu la tête qu'il a. Mets-le sur le dos. Oui. On dirait qu'il est mort en léchant le parquet du pont. Oh, bon Dieu. Ça, par exemple. Vous le connaissez, commandant? Mais je pense bien. C'est le capitaine Courson du Croisic. Eh bien. Il a eu la mort qu'il désirait. Mais comment est-il venu se perdre dans la mer des voiles mortes, seul à bord d'un yacht léger? Affixez les palans, les gars. On va hisser la barque à bord. Bon, ben, Graham, petit. Oui, commandant. Le chien a bu. Un plein saut, commandant. Puis il est tombé de sommeil. Il avait le cœur plus solide que son maître. Pauvre Courson. Il y a longtemps que vous l'aviez vu? Un peu plus de 2 ans. C'était au Croisic, où il venait de prendre sa retraite. Nous étions du même âge. Et ça m'étonnait un peu qu'un marin de sa trempe renonce si tôt à naviguer. À la fin de la guerre, il avait acheté un gros cargo, au surplus américain, et il naviguait pour son compte. Il avait réalisé son rêve d'être à la fois armateur et capitaine. Ses affaires marchaient bien. Il prenait du bois en Norvège et en Finlande, déchargeait à Dunkerque, puis repartait avec des tonnes de chemises ou de chandail. C'était tout simple, du grand cabotage sans risque, et ça lui laissait un joli bénéfice. Il appelait ça faire le tramway. Il avait un bon bateau, un bon équipage, une femme charmante, et 3 enfants. Le bonheur, quoi. Jusqu'au jour où... Le pilote venait d'amener à quai le cargo chargé de bois finlandais. Sur la passerelle, le capitaine Courson donnait les derniers ordres pour l'arrimage, et soudain... 20 Dieu, capitaine Courson, vous êtes tout pâle. Ça ne va pas? Le v'là dans les pommes. Oh là, 2 matelots sur la passerelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le pilote qui appelle. Le capitaine Courson vient de s'évanouir, il faut le transporter sur sa couchette. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui prend? Il est plus solide qu'un bras de grue et le voilà gisant à cette heure. Allez, empoigne, mon gars. Il est lourd comme un mort. Allongez-le sur la banquette. Bon, passe l'agneau, ça va le réveiller. Ah, le voilà qui revient. Alors, capitaine Courson, ça va mieux? Ah, j'ai froid. Encore un peu de brandy? Je vais chercher un médecin. Allez tous vous faire foutre, vous me prenez pour une femmelette? Si le vieux gueule, c'est qu'il va mieux. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme des veaux marins qui auraient rencontré une girafe? Décidément, il est guéri. Bon, puisque vous voilà maintenant d'aplomb sur vos jambes, capitaine Courson, vous allez pouvoir rentrer chez vous, je vais vous accompagner. Ah, pilote, mon ami, les règlements maritimes m'obligent à vous laisser la barre pour entrer dans le port, mais une fois à quai, je sais me gouverner tout seul. Commandant, vous n'êtes pas encore assez solide, un matelot va aller avec vous. Ouais, bon Dieu, mon poing sur la gueule au premier qui me suit, je tiens debout, non? Il tiendra mieux couché. Regardez-le, il titube. Et il est dur pourtant, le vieux, hein? Première fois que je le vois malade. La traversée a été dure. Dur, vous rigolez? Une partie de pédalo dans un bassin à radoub. Alors je ne m'explique pas ce malaise. Il ferait bien de voir un médecin. Alors, docteur. Eh bien, capitaine Courson, le coffre est bon, la coque est solide. Je me suis évanoui comme une fillette. Et
Et ce coup de poignard en pleine poitrine comme un déchirement au-dessus du téton gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devriez penser à prendre votre retraite. Quoi? À mon âge, j'ai à peine 50 ans. Écoutez-moi, mon ami, je vous dois la vérité. Vous êtes bâti pour faire un centenaire, mais à la condition de ne pas forcer le moteur. C'est votre cœur qui ne va pas. Au moindre effort, il peut vous lâcher. Mettez sac à terre, mon vieux, et vivez paisiblement le reste de vos jours. Me voilà invalide, si je comprends bien. Mais non. Vous pouvez mener une existence absolument normale. Prendre de l'exercice, manger à votre faim, boire à votre soif. Peut-être vaudra-t-il mieux seulement fumer quelques pipes de moins, éviter le sel et les aliments trop riches en graisse, c'est tout. Et ce régime, je peux aussi bien le suivre à bord qu'à terre. Bien sûr. Mais sur un cargo en haute mer, vous pouvez à tout moment être amené à fournir un effort physique violent et cet effort peut vous tuer net. C'est bon, docteur. Je vous remercie de m'avoir parlé franchement. Je vais en parler à ma femme. Voilà ce que m'a dit le docteur. J'ai bien compris que je suis un homme fini. Ma chère femme, tu as un mari qui n'est plus bon qu'à planter des choux. Fini. Oh, mais au contraire, tout commence. Oh. Mais si. Pense donc, chérie, que nous allons pouvoir rester ensemble. Nous avons passé si peu de jours l'un près de l'autre depuis que nous sommes mariés. Maintenant, c'est la vraie vie qui commence pour nous deux. C'est dur quand même de quitter la mer à 50 ans. La retraite? Mais c'est merveilleux. Tous les travailleurs y aspirent, mais ils ne l'obtiennent guère qu'avant 60 ans. Toi, tu as la chance de l'avoir 10 ans plus tôt. Je vais être obligé de vivre au ralenti. Penses-tu? Nous allons aller nous installer dans ton pays, au Croisic. Tu retrouveras des parents, des vieux amis, tu auras des occupations tranquilles, des tas de distractions. Et tu seras quand même au bord de la mer, puisque tu ne peux plus être dessus, voyons. Et de quoi vivrons-nous? Oh, mon chéri, tu oublies que nous sommes presque riches aujourd'hui. Ton cargo vaut plusieurs millions. Tu le vendras, et nous achèterons un petit commerce. Et les enfants? Henri gagne déjà bien sa vie. Il n'a plus besoin de nous. Les deux petits sont presque élevés. Agnès sera institutrice dans 4 ans, et Jérôme passera son certificat d'études l'année prochaine. Nous allons pouvoir vieillir comme 2 égoïstes, comme 2 coqs en pâte, sans souci et sans danger. Tu verras, ce sera magnifique, cette seconde lune de miel. Allons, on peut toujours essayer. Tu es une brave et bonne épouse. Parfait, capitaine Courson. Laisse-moi faire. C'est moi qui prends la barre maintenant. Vous savez pas la nouvelle? Bah, dis-la d'abord, on la saura après. Eh ben, le fils Lemoine, il a vendu son yacht. Et alors? Il l'a vendu à un type qui veut faire le tour du monde. Quoi? Joli cœur qu'il a fait les régates avec l'été dernier? Oui. Oh, alors le Croisic va avoir un second le Toumelin. Ah, postu! Ce client-là, ça doit être quelque cutéreux d'estivant qui a jamais navigué plus loin que les Cardinaux pour y relever des casiers à homard. Non, c'est le capitaine Courson qui achète le joli cœur. Mais qui c'est le capitaine Courson? Un vrai marin. Il est natif du Croisic. Il est revenu au pays il y a quelques mois pour y prendre sa retraite. Oh, oui, je vois qui c'est. Il habite une villa derrière l'hôpital en bordure du stade. C'est un grand vieux très costaud, mais pas causant. Il n'est pas vieux, il n'a pas 50 ans. Et il n'est pas costaud non plus. On dit qu'il est très malade. Et il n'a même pas le droit de bêcher son jardin. Il a une maladie de cœur, paraît-il, et c'est pour ça qu'il aurait été obligé de mettre sac à terre avant l'âge. Et il veut faire le tour du monde en navigateur solitaire? Tu rigoles alors. Moi, je t'annonce la nouvelle comme le fils Lemoine me l'a dite, j'en sais pas plus. Oh, je saurai si c'est vrai. Mon petit frère va à l'école avec le fils Courson. Alors, on verra bien. Si, commandant, vous étiez au Croisic quand le capitaine Courson a pris la mer pour son dernier voyage? Oui, il y a juste 2 ans de ça. J'ai même assisté au dernier préparatif. J'étais là, au bout de l'acheter, à lui faire bêtement des signes d'amitié le jour qu'il a pris le large pour de bon. Je savais qu'il ne reviendrait pas. Mais je ne me doutais pas alors que je retrouverais son cadavre 2 ans plus tard sur le pont de son bateau en panne, dans la mer des voiles mortes. Mais vous n'avez rien pu faire pour l'empêcher de mettre à exécution son projet insensé? Oh, tu sais, petit, c'était un vrai breton, têtu comme un chardon et épineux d'abord quand on voulait le convaincre. Et puis, vois-tu, au fond de moi, je lui donnais raison.
Il s'ennuyait de la mer, cet homme. Je me souviens un jour qu'il m'avait emmené voir son bateau, qu'il avait mis en cale sèche. N'est-ce pas que c'est un beau bateau? Ah, c'est sûrement un fin voilier pour tirer les bordées dans la baie, mais tu ne comptes pas sérieusement traverser l'océan sur cette coque de noix. Il est maniable et résistant, j'irai aussi loin que je pourrai. Je me laisserai pousser par les alizés, sans fatigue, jusqu'à la côte américaine. Et pour revenir? Oh, ben, je ne reviendrai pas. Je traverserai le canal de Panama et je naviguerai dans l'autre océan. Jusqu'où? Jusqu'au bout du monde. Jusqu'à verser dans l'autre monde. Mon vieux Courson, ta boussole est devenue complètement folle. Si tu en as vraiment assez de la vie, il y a des moyens beaucoup moins compliqués de te suicider. Mais je n'en ai pas assez de la vie, au contraire. Je ne l'ai jamais mieux apprécié que depuis que je sais que mon cœur risque à chaque instant de s'arrêter. Et c'est pour en vivre encore un peu que j'ai décidé ce voyage. Parce que ici, l'existence que je mène, c'est pire que la mort. Je m'ennuie. Mais tu te montes la tête comme un mousse. À nos âges, un peu plus tôt, un peu plus tard, il faut bien se faire une raison. On est bon pour planter ses choux. Si la mer te manque, va faire un tour en barque de temps en temps. Je ne peux pas m'habituer à la terre. Quand je la sens si solide, si stable sous mes pieds, je la déteste. Et quand je crache par terre maintenant, c'est par mépris. Tu comprends? J'ai le mal de terre. Eh ben, tu t'en guériras à la longue, comme on se guérit du mal de mer. Par l'habitude. Non, c'est impossible. Et puis, vois-tu, comme tout effort physique m'est interdit sous peine de mort, la pensée que je vais crever un jour en bêchant mon jardin ou en me baissant pour lasser mon soulier m'est insupportable. J'aime mieux perdre mon dernier souffle en halant un filin ou en levant l'ancre. Alors, pour avoir la satisfaction, bien vaine, de mourir en mer, tu vas abandonner ta femme et tes enfants. Faire une veuve et des orphelins bien avant le temps convenable. Ah, bon Dieu, Courson, tu n'es qu'un égoïste. Là, tu mets le doigt au point sensible. Il y a des semaines que je rumine mon projet, mais je n'ai pas osé encore en parler à ma femme. C'est une bonne et digne épouse, je l'aime tendrement. Elle me fait une vie bien douillette. Et si je n'avais pas le mal de terre, je serais parfaitement heureux avec elle. Tu vois bien que tu ne peux pas sacrifier ce bonheur de famille pour une lubie de maniaque. Oh, je sais bien. Je sais bien qu'il y a aussi des enfants qui vont encore à l'école. Ce sont de bons petits, turbulents, affectueux. J'ai encore un tas de choses à leur dire pendant des jours et des années. La fille, Agnès, c'est déjà une demoiselle. Elle saura se faire une raison quand je serai parti. Mais le garçon, lui, la poigne du père lui manquera. Il est vrai qu'il sera marin. Il pourra me comprendre et me pardonner dès qu'il aura fait son premier voyage de mouche. J'ai beau être marin, moi, depuis 40 ans. Je ne te comprends pas. Et je ne t'approuve pas. Attends d'être à la retraite et tu changeras d'avis. Et c'est toi d'abord qui vas changer d'avis. Écoute, Caillou, la seule personne qui pourrait me faire renoncer à mon projet, c'est ma femme. Si elle me le demande. Bravo. Eh bien, si tu l'oses, va donc lui parler de ton tour du monde. J'y vais de ce pas. Je n'ai que trop tardé et je ne veux pas qu'elle apprenne mon projet par des ragots de bonne foi. Allez, tu viens, Cario, tu vas m'aider à lui expliquer l'affaire. T'aider? Ah, ben oui. Tu vas voir comme tu vas être bien sûr. J'ai donc accompagné Courson chez sa femme. Je me demandais comment il s'y prendrait pour annoncer son extravagant projet. Je connaissais Madame Courson depuis son mariage. J'avais vu naître tous les enfants, j'étais même le parrain de l'aîné. Je faisais presque partie de la famille. Aussi, je pensais que mon amitié ne serait pas importune pour apaiser la formidable scène de ménage qui n'allait pas manquer d'éclater. Madame Courson était vive et décidée, mais elle adorait son mari. Et sa brusquerie se fondait en douceur dans tous les soins dont elle l'entourait. J'étais persuadé que finalement, Courson, pris dans les mailles de tendresse, n'aurait pas le courage de les briser pour entreprendre son voyage sans retour, mais on ne connaît jamais le cœur des femmes. Et il est impossible de prévoir leur réaction. La scène à laquelle j'assistais entre Courson et sa femme me déconcerta. En poussant la barrière du jardin, nous fûmes accueillis par les jappements joyeux d'un grand chien noir. Hey, il ne va pas me dévorer, ton seul cabot. Couché, Pluton, là. Oh non, il n'est pas méchant, c'est mon copain chien. Là. Il a de belles dents, je ne me fierais pas, moi. Oh, dame, celui qui m'attaquerait, il lui sauterait la gorge, sinon c'est un mouton. Un astracan. On ne dit pas ça à ma femme, elle s'en fera une fourrure. Encore un de plus qui ne voudra pas te voir partir. Allez, entrons. Yvonne, tu as de la visite. Ah, c'est vous, capitaine Cario, vous tombez bien. Figurez-vous que mon mari s'ennuie au Croisic. C'est ce qu'il m'a dit. Pourtant, j'en connais plus d'un qui voudrait être à sa place. Il n'arrive pas à se faire l'âme d'un retraité.
L'oisiveté le rend méchant comme un ânon. Il faut lui trouver une occupation à ce fainéant. Vous savez que le médecin lui a défendu toute fatigue physique. Un effort brusque peut le tuer. S'il est paresseux comme un rentier, il deviendra centenaire. Aussi, comme je ne veux pas perdre mon homme, je le mets dans du coton. Et ça lui plaît pas, monsieur. Écoute, Yvonne, et justement, j'en parlais tout à l'heure à Cario. Je ne peux plus vivre ainsi. Je hais la terre et cette existence stupide que j'y mène. Je n'en peux plus. J'ai décidé de reprendre la mer. Reprendre la mer? Oui. Mais pas sur un cargo avec des responsabilités de commandement. Ah non. Tout seul. À bord d'un petit yacht. Ainsi, c'est sérieux ce qu'on m'avait dit à propos du Joli Cœur, le bateau du fils Lemoine que tu aurais acheté pour faire le tour du monde? Oui. C'est sérieux, Yvonne. Donc, tu n'es pas heureux avec moi? Mais si, ma chère femme. Tu préfères te suicider plutôt que de vivre avec ta femme et tes enfants. Car c'est un suicide, tu le sais. Mais non. Je veux bien vivre. Seulement... laisse-moi t'expliquer, Yvonne. La terre me colle aux pieds. Je deviens plante ici. Je cesse d'être un homme. Il faut que je navigue. Tu veux partir. Tu en as assez d'être avec moi. Mais comprends-moi. Mon cœur ne tient qu'à un fil. Sur mer, ce fil se rompra d'un seul coup au moment où je ferai n'importe quel petit geste qui sera dans ma vocation. Et jusque-là, j'aurais vécu heureux, épanoui. Sur terre, au contraire, quel supplice. Oh, c'est un supplice parce que tu ne m'aimes pas. Moi, je les trouve douces, les heures que nous passons ensemble. Oh, si, je t'aime, ma chère femme. Mais je veux t'épargner la corvée de veiller sur un infirme. Ainsi. Si tu ne m'aimes pas, comment est-ce possible que tu ne m'aimes pas? À partir de ce moment, Madame Courson ne répéta pas d'autres mots. Elle ressassait cette découverte avec stupéfaction. Sans un sanglot, elle se mit à pleurer. C'était une pluie silencieuse, des larmes d'orage qui ruisselaient sur ses joues. Courson parlait, expliquait, se défendait. L'eau amère coulait des yeux de la femme immobile et sans révolte, qui ne savait que répéter avec un étonnement désespéré. Si tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Mais si, je t'aime, ma chérie. Et pour te le prouver, je ne partirai pas, je te le jure. Il était sincère alors. Et pourtant, 8 jours plus tard, il prenait la mer à bord du Joli Cœur qu'il avait rebaptisé l'Agnès, du nom de sa fille. C'est sa femme elle-même qui l'avait délié de sa promesse. Elle m'expliqua pourquoi. Il était trop malheureux. Je suis une femme de marin. J'ai compris que j'avais pas le droit de lui imposer un tel sacrifice. À moi, il me vole peut-être 20 ans de bonheur. Mais puisqu'il veut mourir en mer, c'est moi qui dois lui lever l'ancre. Tant pis pour la veuve. Le jour du départ, elle avait mis sa première robe noire. Elle se sentait déjà veuve, elle prenait le deuil. Les adieux avec son mari furent embarrassés, c'était d'un pathétique tout sec, qui tenait à l'étrangeté de la situation plutôt qu'à l'émotion des personnages. J'étais le seul à pleurer. Alors, ma femme, je te dis adieu. Au revoir dans l'autre monde. J'ai du chagrin de te quitter. Mais je t'ai expliqué mes raisons. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Aux enfants, tu laisseras croire que je reviendrai bientôt. Oui, bientôt. Je crois n'avoir rien oublié. J'ai tout arrangé chez le notaire, l'argent est placé en viager sur ta tête. Tu pourras vivre à l'aise avec ta rente. Tu peux partir tranquille. Pour moi, ne te tracasse pas. Je ménagerai ma peine. Avec la joie d'être sur mer, peut-être tiendrai-je le coup longtemps. En tout cas, quand l'accident m'arrivera, ma dernière pensée sera pour toi. Je mourrai sans crainte et heureux avec ton amour. Moi, je vais vivre dans la peur.
et malheureux sans ton amour. Adieu, ma femme chérie. Adieu. La jetée du Croisic qui mène au phare est très longue. Le chenal l'allonge pour sortir du port. L'Agnès, lentement, sous sa grande voile, glissait vers le large. Yvonne et moi, nous marchions à sa hauteur sur la jetée. Promenade interminable. Kilomètres sans fin. 10 mètres à peine séparaient Courson, assis contre la barre de son Dundee, de la femme en deuil qui marchait sur le môle à pas de promenade, à la même vitesse que le bateau. Ils se regardaient sans échanger une parole. Ils n'étaient déjà plus dans le même monde. Seuls les rattachaient encore l'un à l'autre les abois du chien Pluton que Courson avait emmené avec lui et qui faisait une incessante navette de la poupe à la proue du bateau en frétillant de la queue. À la fois joyeux et inquiet, il jappait sans arrêt en regardant sa maîtresse. C'était assourdissant, agaçant et vain. Quand nous arrivâmes au bout de la jetée, l'Agnès nous dépassa, doubla le phare. Courson se baissa pour serrer une écoute, puis se redressant, fit du bras un grand geste d'adieu auquel je répondis. À côté de moi, Yvonne, immobile, les yeux agrandis par une horreur intime, regardait s'éloigner le bateau. Les abois du chien se perdaient peu à peu. Ils cessèrent de nous parvenir bien avant que l'Agnès fût hors de vue. Mais dès que la voix animale ne fut plus perceptible, le silence cassa soudain le dernier lien qui unissait Yvonne à son mari. Elle se retourna tout d'une pièce comme une automate, et je l'entendis murmurer dans un souffle. Me voilà veuve. Faut-il que le hasard soit un bon metteur en scène pour que ce soit moi, justement, qui découvre aujourd'hui en plein Pacifique mon ami Courson, mort sur le pont de son yacht. Et vous n'aviez plus eu de ses nouvelles, commandant, depuis son départ du Croisic? On m'avait signalé son passage à Panama l'année dernière. J'en avais conclu qu'il était guéri et que la mer avait fait un miracle de plus. Je ne désespérais pas de lui voir bientôt prendre le chemin du retour. J'avais même écrit dans ce sens à sa femme. Et maintenant? Nous allons faire la dernière toilette de ce pauvre Courson et l'envoyer par le fond, avec les prières d'usage. Est-ce que le docteur a fait les constatations légales? À vos ordres, commandant, tout est prêt. Bon. Alors, j'inscris tout de suite sur le livre de bord. À 15h30 ce matin, nous avons aperçu par 10 degrés latitude nord et 10 degrés longitude ouest. Tu mettras les coordonnées exactes, petit. Oui, commandant. Un petit yacht en panne que nous avons visité. Sur le pont, nous avons découvert un chien noir vivant et un homme mort. Les papiers trouvés dans la cabine indiquent qu'il s'agit d'un Dundee de 20 tonnes, l'Agnès, ayant pour port d'attache le Croisic. Yacht de plaisance, à bord duquel son propriétaire avait entrepris seul il y a 2 ans de faire le tour du monde. Le cadavre était celui du capitaine Courson, qui avait succombé à une crise cardiaque. Et quel est le terme technique, Toubib? Mais quoi, crise cardiaque? Où avez-vous inventé ça? Ah, dame, je pense qu'il n'est pas mort de vieillesse. Le malheureux a eu la plus atroce des morts après une agonie qui a duré plusieurs jours. Qu'est-ce que vous racontez, Toubib? Dans les affections cardiaques, il n'y a pas d'agonie longue. C'est le quick brusque. On n'a pas le temps de souffrir. Mais enfin, commandant, qu'est-ce qui peut bien vous faire croire que ce pauvre type est mort subitement? Je le connaissais, mon Dieu, c'était mon ami. Les médecins l'avaient obligé à prendre sa retraite en lui affirmant que le moindre effort pouvait le tuer. Il avait le cœur fragile comme une feuille d'automne. Alors, de quoi voulez-vous qu'il soit mort, sinon d'une crise cardiaque? C'est très simple. Il est mort de soif. Mort de soif? Oui. Il n'aurait pas fait 10 000 milles tout seul à bord d'un voilier et quitté sa femme et ses enfants dans l'espoir d'échapper à la mort lente du retraité à terme pour finir par crever de soif après des jours d'agonie comme un explorateur perdu dans le Sahara. Ce serait trop bête et trop injuste. Il n'y a pourtant aucun doute. Vous n'avez qu'à regarder sa langue. Elle est gonflée et dure comme un cabillaud. Le corps est complètement déshydraté. Je peux vous garantir que son cœur a tenu jusqu'au bout. Pauvre Courson. Et le chien, docteur? Si le chien a survécu, c'est que son maître lui a donné le dernier gobelet de la provision d'eau douce au lieu de le garder pour lui. La mort remonte à peine à 24 heures. En tout cas, si Courson n'a pas eu la mort qu'il souhaitait, du moins, son corps n'ira-t-il pas pourrir dans la terre qu'il détestait? Nous allons l'immerger.
Passe-moi le livre de prière, petit, et va rassembler l'équipage. Vous venez, docteur? Oui, commandant. Qu'est-ce que je fais du chien, commandant? Le chien? Eh bien, il faut qu'il assiste à la cérémonie. Il représente la famille. Allons. Tout est prêt, commandant. Matelot, nous allons rendre les derniers devoirs au capitaine Courson et immerger son corps selon les prescriptions du règlement maritime. En l'absence d'un prêtre de la religion catholique à laquelle le défunt appartenait, c'est moi qui lirai l'absoute et la prière des morts. L'équipage répondra Amen. Enlevez vos bonnets. Sirène! Seigneur, n'entrez pas en jugement avec votre serviteur, car nul homme ne sera justifié devant vous, à moins que par vous ne lui soit accordée la rémission de tous ses péchés. Amen. Faites, Seigneur, à votre serviteur défunt miséricorde, qu'il n'ait point à subir les peines de ses péchés, car il a désiré faire votre volonté. Et de même qu'ici-bas la vraie foi l'unissait à la société des fidèles, là-haut votre miséricorde l'associe au cœur des anges. Amen. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière sans fin luise sur lui. Qu'il repose en paix. Amen. Basculez la planche. Le chien, bon Dieu, il va nous mordre. Couchez, Pluton! Tu le tiens? On peut essayer? Faites glisser. C'est lugubre, commandant. Un chien, tu sais, petit, ça ne se résigne pas facilement à voir partir celui qu'il aime. Et maintenant, commandant? Eh bien, maintenant, je vais écrire une lettre de condoléances à Madame Courson. Et j'essaierai de faire comprendre à Pluton qu'il a un nouveau maître. La mer des voiles mortes, nouvelle radiophonique de Roger de la Forêt, avait pour interprète Louis Arbessier dans le rôle du capitaine Courson et Guy Pierrot dans le rôle du midship, avec Gaëtan Jor, Jean Bollot, Yves Duchâteau, Jean-Pierre Litouac, Geneviève Morel, André Vasselet, Jean-Louis Maury et Jean Servet dans le rôle du capitaine Cario. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Alain Moisson.